Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, Murundav bénéficie désormais de l'une des écoles primaires publiques les plus modernes et les plus prestigieuses de Madagascar. Le président de la République a inauguré l'EPP aux normes d'Andakabe, une infrastructure de haut standing construite par le couple présidentiel en leur nom propre. En plus de celle-ci, il a également inauguré d'autres infrastructures de proximité telles que la Direction régionale de la fonction publique, le Bureau régional de la sécurité publique ainsi qu'une route pavée ce matin. Ces réalisations démontrent que le développement part du terrain et que la population en ressent directement les effets, notamment à Murundav, a déclaré le président Andrazwil. L'EPP Andakabe fait partie des infrastructures les plus anciennes de Murundav. Le président Andrazwil l'a transformée en l'une des plus modernes et prestigieuses du pays, tant par sa construction que par son équipement. Elle dispose désormais d'outils pédagogiques de dernière génération tels que des tablettes, un tableau interactif et des matériels conformes aux normes internationales en matière d'éducation. Outre cette grande et prestigieuse infrastructure publique, les enseignants bénéficient eux aussi d'avancées notables. Le gouvernement a mis en place en partenariat avec la Banque mondiale un projet visant à intégrer des enseignants au statut de fonctionnaire et à verser une prime aux enseignants FRAM. Au total, 22 000 enseignants sont concernés. Parmi ces enseignants bénéficiant d'une intégration au sein de la fonction publique, on retrouve ceux de l'EPP Andakabe, tels que cette institutrice de maternelle. Au cours des 10 dernières années, 8000 salles de classe ont été construites à Madagascar, dont celle de Murundav, l'une des plus grandes du pays. Cette nouvelle EPP aux normes d'Andakabe incarne la concrétisation des promesses faites par le président de la République à la population de Murundav. Jamais depuis la Première République, autant d'infrastructures de proximité n'avaient vu le jour qu'au cours des mandats d'Andrazwil, a-t-il rappelé aujourd'hui dans son discours face aux habitants de Murundav lors de l'inauguration et de la remise officielle de l'EPP. En plus de l'EPP moderne d'Andakabe, le président a également inauguré la Direction régionale de l'emploi et de la fonction publique, le Bureau régional de la sécurité publique, ainsi qu'une route pavée de 1600 mètres reliant les quartiers d'Andakabe et d'Andabatoire, des infrastructures destinées à rapprocher l'administration des citoyens, à renforcer la gouvernance locale, la véritable décentralisation, mais surtout la présence effective de l'État, a affirmé le président ce jour. Ces réalisations prouvent que le développement se construit sur le terrain et non sur les réseaux sociaux, a-t-il insisté. En ce deuxième jour de visite régionale du président Andrazwil dans le Menabe, la journée s'est clôturée cet après-midi par l'inauguration du stade moderne dans le centre-ville de Murundav. Et le nouveau stade moderne de Murundav a fait le plein cet après-midi. La population est venue en nombre assister à son inauguration officielle présidée par Andrazwil, le président de la République. Une cérémonie qui a aussi permis au président de rencontrer et d'échanger directement avec les habitants de la capitale du Menabe dans le cadre de sa tournée régionale. À cette occasion, le président a annoncé que plusieurs autres infrastructures de développement verront bientôt le jour dans la région, en plus de celles déjà inaugurées ces 2 derniers jours. Toujours un reportage de Natera Koutmaaf et Andrazwil. Seul le président Andrazwil a su transformer l'image de la ville et impulser un véritable développement à Menabe. Un tournant historique selon le maire élu de Murundav, qui rappelle qu'après 30 ans, c'est la première fois qu'un maire issu de la mouvance présidentielle administre la ville, là où l'opposition était toujours aux commandes auparavant. Un changement qui a eu un impact direct sur le développement local, comme en témoigne ce nouveau stade moderne de 4000 places. Une infrastructure majeure, a souligné le chef de l'État, qui servira à l'épanouissement des jeunes à travers le sport. Un symbole déjà visible dans les résultats de l'équipe nationale au dernier CHAN, avec une place de vice-champion d'Afrique.
Parmi les héros de cette compétition, deux natifs du Ménabé, Fenouasn et Fel, ont été mis à l'honneur par le président devant la population de Murundave. Ils sont une source de fierté pour toute la région. Lors de son discours sur le stade de Murundave Centre, le président de la République a également rappelé que l'instauration d'une sécurité durable a profondément transformé le Ménabé grâce à l'engagement des responsables comme le colonel Fanev, porteur d'un projet de formation civique des jeunes. Le chef de l'État a annoncé vouloir le recevoir personnellement afin de soutenir son initiative, déjà couronnée de succès, puisqu'elle a permis de sensibiliser et de réinsérer plus de 40 000 jeunes. Le président Ajrazouel a en outre précisé que les nouvelles infrastructures inaugurées hier et aujourd'hui à Murundave, telles que le poste de sécurité et de défense Tiribine, ainsi que le bureau régional de la sécurité publique, contribueront également à cet effort de la restauration de la sécurité. Enfin, il a insisté sur le potentiel touristique du Ménabé, véritable moteur économique de la région. Le chef de l'État a annoncé l'arrivée prochaine d'investisseurs internationaux pour développer de grandes infrastructures touristiques autour de l'allée des Baobabs. Une opportunité qui vient s'ajouter à la mise en place des vols Emirates vers Madagascar, donnant une visibilité particulière à la région du Ménabé. À peine inauguré hier par le président de la République, le tribunal de première instance de Bélou est déjà opérationnel. Le ministère de la Justice, conduit par le ministre Benjamin Alexis Rakoutmandim, a immédiatement procédé à l'installation du président du tribunal et du procureur de la République de la juridiction locale. Ces hauts responsables ont annoncé les grands défis, notamment la lutte contre la corruption et la mise en place d'une justice de proximité. Les détails. Le tribunal de Bel-sur-Tiribine est désormais opérationnel. Le président du tribunal, Andja Païn, et Manaï Christian Hervé, procureur de la République, ont pris officiellement leurs fonctions. Tous deux se disent prêts à assumer les lourdes responsabilités qui les attendent. La priorité sera donnée à la lutte contre le banditisme rural et le vol de zébus, véritable fléau pour le pays, pour le procureur. Pour le président du tribunal, les jugements seront dorénavant accessibles à tous, puisqu'ils seront rendus en langue malagasy. En outre, des audiences foraines seront organisées pour approcher la justice de la population, protéger les plus vulnérables et surtout combattre la corruption. Le tribunal de Bélou est le deuxième tribunal de première instance de Madagascar. Et on revient à Antananarive pour le reste de l'actualité. La peine la plus sévère prévue par l'article 319 du Code pénal a été appliquée à l'encontre de l'homme en état d'ivresse qui avait provoqué la mort de 4 personnes sur le bypass début mai dernier. Le jugement a été rendu hier. Les familles des victimes ont également reçu des indemnisations selon les précisions du procureur de la République auprès du tribunal d'Anous ce jour. Les détails. Le verdict est tombé hier concernant le ressortissant chinois impliqué dans l'accident mortel de bypass en début mai dernier. La peine la plus lourde prévue par l'article 312 du Code pénal lui a été infligée. Pour rappel, il conduisait en état d'ivresse et avait pris la fuite immédiatement après le drame. 4 personnes avaient perdu la vie dans l'accident, dont un couple et leur enfant. En plus d'une amende de 1 million d'ariars versée à l'État, les familles des victimes ont obtenu une indemnisation globale de 95 millions d'ariars, répartis de la manière suivante. 40 millions d'ariars pour les enfants du couple, 6 millions d'ariars pour leur mère, 4 millions et 8 millions d'ariars pour leurs frères et sœurs, 6 millions d'ariars pour leur père, et pour l'autre homme mort, 25 millions d'ariars pour sa femme, 6 millions d'ariars pour ses frères et sœurs. Concernant l'affaire d'Ambouy Malaz, le procureur a par ailleurs confirmé que l'enquête est en phase de finalisation. Une fois bouclé, le dossier sera déféré devant la juridiction pénale et le procès se tiendra publiquement. Et pour promouvoir la recherche et l'enseignement supérieur à Madagascar, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté hier la RSM, Revue scientifique de Madagascar. Cette revue vise à renforcer la valeur de la recherche malagasy sur les scènes nationales et internationales et sera publiée 2 fois par an. Les détails.
Une nouvelle étape est franchie pour la recherche et l'enseignement supérieur à Madagascar. La RSM, Revue scientifique de Madagascar, a été présentée officiellement aujourd'hui. Un comité scientifique composé de 40 professeurs issus de 6 universités malagasy garantira la rigueur de l'évaluation et la qualité des articles publiés dans cette revue. L'éthique et la déontologie scientifique y seront également respectées, assurant l'intégrité et la légalité de toutes les publications, explique le directeur général de la recherche scientifique, le professeur Ranardson Erlistin. L'objectif de cette RSM est de valoriser la recherche malagasy au niveau national et international, tout en soutenant l'innovation et le progrès technologique, déclare le ministre de tutelle, le professeur Chamina Lula. Le lancement de la revue scientifique de Madagascar marque une étape déterminante dans notre politique de renforcement de la recherche. N'oubliez pas que publier, c'est exister dans le monde scientifique, et publier dans une revue rigoureuse, c'est garantir la valeur et la portée de notre travail. Donc, via la RSM, je vous remercie. La publication de cette RSM s'inscrit dans le cadre de la mission du CIDST, Centre de recherche sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, visant à diffuser et valoriser les connaissances scientifiques et techniques à Madagascar. Agronomie à présent, la culture et la production de patates douces de couleur orange, appelées aussi patates douces carottes, connaissent un essor considérable dans la partie sud de l'île. Cette variété est reconnue pour sa richesse en nutriments et sa résistance au changement climatique. Selon les techniciens, elle constitue également l'une des solutions pour lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire qui sévissent dans le sud de Madagascar. Andniana Martina, Sich Anjanab. Les régions Atimandjefan, Andjoui et Anossi comptent déjà des zones de culture de cette variété de patates douces oranges, appelée aussi patates carottes. Le sud de Madagascar est d'ailleurs une zone prioritaire pour les actions de promotion de cette culture qui résiste aux variations climatiques. La culture dure entre 3 et 6 mois. Elle se conserve également longtemps. Mais l'atout principal réside dans sa valeur nutritive qui contribue largement à la lutte contre la malnutrition. Elle peut être transformée et utilisée pour produire d'autres aliments tels que du pain, du jus, et elle peut être cuisinée de multiples façons. Un département spécialisé mène des recherches sur cette variété et partage ses résultats avec les petits entrepreneurs et les paysans qui la cultivent. Il existe une grande diversité de plats qui peuvent être préparés avec la patate douce orange. Les informations sur cette variété et les produits dérivés sont également présentés au Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le Fuktan Dampaïch, dans la commune d'Ambouibar, district de Muramang, a bénéficié d'un CSB financé par le budget SIAD, un fonds de développement géré par les députés. Environ 2000 habitants vont directement profiter de cette infrastructure à travers les services de santé qui y sont proposés. Une réalisation qui répond pleinement à leurs besoins selon les explications, car le Fuktan est particulièrement enclavé. Andniana Martina. La santé de proximité, telle que prévue dans la vision du gouvernement, est désormais une réalité pour le Fuktan Dampaïch, commune d'Ambouibar, district de Muramang. Auparavant, les habitants souffraient de l'éloignement des centres de santé, nécessitant plusieurs kilomètres de marche, sans oublier le mauvais état des routes. Désormais, avec l'implantation du CSB communautaire, ils peuvent accéder directement aux services de santé. En plus de l'infrastructure, le centre de santé a été immédiatement doté des équipements de base nécessaires ainsi que des médicaments. Ces réalisations ont été rendues possibles grâce au budget du SIAD, un fonds dédié au développement local géré par les députés. Pour le district de Muramang, ces ressources sont entièrement utilisées en fonction des besoins réels de la population. Environ 2000 habitants bénéficieront directement de cette infrastructure, mais elle reste également ouverte aux habitants des localités voisines. En tant que CSB communautaire, ce sont les populations locales elles-mêmes qui assureront sa gestion et son entretien.
Dans la page sportive, 16 équipes qualifiées sur les 24 en lice dans le tournoi Viva Football Interentreprise organisé par le groupe Viva vont disputer demain dimanche les matchs des 8e de finale au stade Spantana Bypass. La durée des matchs sera légèrement modifiée. Elle passe de 20 minutes lors des phases de groupe à 30 minutes, soit 2 mi-temps de 15 minutes pour les phases à élimination directe. Anzara Zanarvel pour plus de détails. Une réunion technique s'est tenue ce samedi à la veille des 8e et quarts de finale afin de briefer les entreprises qualifiées pour cette nouvelle étape du tournoi de foot à 7, le Viva Football Interentreprise. Les organisateurs ont confirmé que la durée des matchs sera désormais de 30 minutes à partir des 8e. Le premier duel opposera Futur Textile à Mada Solutions Plus. Futur Textile, équipe solide du tournoi et dernier tenant en titre, est favorite. De son côté, Mada Solutions Plus promet de tout donner malgré la difficulté de l'adversaire. L'équipe Rapid Service qui a fait un parcours sans faute en phase de groupe affrontera EasyNetcom en 8e. De son côté, EasyNetcom, classé parmi les meilleurs 3e, a arraché sa qualification et se dit prête à relever le défi. Les autres formations qualifiées se disent elles aussi prêtes à corriger les erreurs de la phase de groupe et à se battre pour accéder au tour suivant. Voici donc le programme complet des 8e de finale du Viva Football. À 8h, Futur Textile sera contre Mada Solutions Plus, 8h30, Crête Sesfi contre Ingenosia, 9h, Toucline contre Carrefour, 9h30, Value IT contre Somadis, à 10h, Rapid Service contre EasyNetcom, 10h30, Someto contre Air Madagascar, 11h, Conta Expert Invest Mada contre Solarma, 11h30, Taxi Agré Aéroport Ivat contre AFS. À l'issue des 8e, les vainqueurs enchaîneront directement avec les quarts de finale programmés à partir de 13h, toujours sur le terrain de Spantana Bypass. Toujours en sport, les équipements professionnels utilisés pour l'entretien du gazon du stade Baré Mamassen fonctionnent correctement. Puisque la CAF exige de nouvelles normes, des améliorations ont également été apportées en matière de sécurité des spectateurs. Selon les explications, les responsables de la CAF seront invités à inspecter le stade d'ici un mois. Narsou Razakassan et Anzar Razonarville. Il n'y a plus lieu de s'inquiéter concernant l'homologation du gazon du stade Barea, car les équipements modernes utilisés pour son entretien fonctionnent parfaitement. L'entretien quotidien est indispensable, car il est difficile de maintenir la qualité d'un gazon naturel sans des outils adaptés. D'après les explications, seuls 10% des équipements n'ont pas encore été livrés. La Fédération malgache de foot travaille actuellement en étroite collaboration avec la CAF. Des experts seront également envoyés sur place pour dispenser des formations et établir un calendrier d'entretien du stade. Un espace sera spécialement réservé aux supporters visiteurs. De plus, 2800 places supplémentaires ont été ajoutées au gradin. L'amélioration de la sécurité des spectateurs fait aussi partie des exigences de la CAF, d'où l'extension et la rénovation des gradins au sol. Et dans un mois, les responsables de la CAF pourront être appelés à venir constater sur place l'évolution du gazon du stade Baré Mamassen. Poursuivons avec les actualités internationales. La destruction de la ville de Gaza est imminente. L'armée israélienne a appelé ses habitants à évacuer vers le sud sans réelle garantie de sécurité sur place. France 24. Tout à fait, et nous avons vu en fait la vidéo dont vous parlez maintenant, hier, postée par le ministre de la Défense israélienne, Israël Katz, l'image vraiment d'une tour qui s'écroule avec le seul mot « commencer ». Nous avons commencé. Nous ne le savons pas hier, mais maintenant
c'est apparent que c'était en fait le début de cette nouvelle opération appelée Chariot de Gidon 2. Et aujourd'hui, nous avons cette seconde formalité, c'est-à-dire Israël a formellement donné les ordres d'évacuation à la population de la ville de Gaza. En même temps, il faut dire que non seulement ces zones soi-disant humanitaires dont vous parliez ne sont pas vraiment sécurisées, on n'est pas sûr dans ce cas-là qu'elles existent encore. C'était que le jeudi, il y a 2 jours, où l'armée israélienne nous avait avertis, nous avait laisser savoir que des dizaines de milliers de tentes allaient être importées à Gaza pour construire cette ville, quote, là je cite, dans les prochains jours. Alors c'est pas encore fait, même à ce moment où la population est déjà obligée de dégager sa place dans la ville de Gaza. Et puis l'armée libanaise va entamer l'application de son plan pour désarmer le Hezbollah, a indiqué le ministre de l'Information à l'issue d'une réunion hier du gouvernement consacrée à cette épineuse question qui divise le pays. France 24. Un conseil des ministres historique au cours duquel le chef de l'armée libanaise a présenté son plan de désarmement du Hezbollah. Les détails sont gardés secrets. Le gouvernement a salué les mesures proposées par l'armée pour garantir la mise en œuvre de la décision d'étendre l'autorité de l'État par ses propres forces et de limiter la possession d'armes aux autorités légitimes. L'armée libanaise commencera à mettre en œuvre le plan en fonction de ses capacités logistiques, matérielles et humaines. Selon les médias locaux, les 5 ministres chiites du cabinet, dont des membres du Hezbollah, ont quitté la réunion à l'arrivée du chef de l'armée. Car le mouvement religieux s'oppose à son désarmement voulu par le gouvernement libanais. Un désarmement qui fait le jeu des Américains et des Israéliens, selon les chefs du Hezbollah. Dans les rues de Beyrouth, la question divise la population. Nous avons un gouvernement et un président qui doivent assumer leur rôle de dirigeant. Celui du Hezbollah a pris fin. Il doit désormais se concentrer sur son engagement politique et parlementaire. Si le gouvernement décide aujourd'hui de désarmer le Hezbollah, il y aura une confrontation sur le terrain et au bout du compte, personne ne pourra lui retirer ses armes. Le Hezbollah est la seule milice à avoir conservé ses armes à la fin de la guerre civile en 1990. Une partie de son arsenal a déjà été détruite par Israël durant le conflit entre septembre à novembre 2024. La majorité de sa direction, dont son chef Hassan Nasrallah, a également été tuée. Pour terminer, près de 500 personnes, dont une majorité des Sud-Coréens, ont été arrêtées par la police de l'immigration dans une usine de fabrication de batteries des groupes sud-coréens Hyundai et LG dans l'État de Géorgie, soupçonnés de travailler illégalement aux États-Unis. France 24. Les services de l'immigration américains n'ont pas hésité à diffuser ces images de leur intervention hors norme, la plus grande visant un seul site, le chantier d'une usine de batterie dans l'État de Géorgie. Certains ont tenté de fuir, repêchés par les policiers dans ce bassin de décantation d'eau usée. L'opération a provoqué l'arrêt du chantier de cette usine détenue par le sud-coréen Hyundai. 475 personnes arrêtées, la plupart de nationalité sud-coréenne et accusées de travail illégal. La conclusion de longs mois d'enquête selon les autorités. Il ne s'agissait pas d'une opération au cours de laquelle les agents sont entrés dans les locaux, ont rassemblé les gens et les ont mis dans des bus. Pourtant, les agents sont bien entrés dans les locaux, ont rassemblé les travailleurs avant de les placer dans des bus. Beaucoup ont été conduits dans ce centre de détention près de la Floride. Des opérations dénoncées par cet ancien ouvrier du site. Personne aux États-Unis ne devrait être traité comme ça ou travailler dans ce genre de conditions. Ce raid a provoqué un tollé en Corée du Sud et pour cause, le mois dernier, le pays a annoncé 150 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, dont 26 milliards de la part de Hyundai. L'État de Géorgie l'a d'ailleurs dit, cette usine est le plus gros investissement dans l'histoire de l'État. Les activités économiques de nos entreprises investissant aux États-Unis et les intérêts de nos citoyens ne doivent pas être violés de manière abusive dans le cadre de l'application de la loi américaine. Hyundai, de son côté, a annoncé vouloir enquêter sur les pratiques de ses fournisseurs et sous-traitants, notamment en termes d'emploi. Le site de construction de l'usine sera également entièrement contrôlé.
Et ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée à tous.